Donc la bonne gouvernance, alors c'est un peu tout ce que je viens de dire, mais c'est aussi pour le privé s'enrichir, d'accord, il n'y a pas de problème, faire de l'argent, le privé est là pour faire de l'argent, mais pas faire de l'argent sur ce que j'appelle les ressources stratégiques d'un pays. Par exemple, le pétrole en Algérie, le gaz, etc., c'est nos ressources stratégiques, ça doit pas être privatisé, ça doit rester sous le contrôle de l'État, parce que si ça va au privé, ça finira par appartenir à des intérêts étrangers, puis ça finira par nous échapper complètement, donc voilà, ça aussi, ça fait partie de la bonne gouvernance. L'autre chose, c'est s'enrichir, oui, pas de problème, mais s'enrichir sans faire de chômeurs. Si je m'enrichis, si j'augmente mes profits en fabriquant du chômage, c'est complètement idiot, parce que ces chômeurs, ils n'achèteront plus que je produis. S'enrichir sans délocaliser. Si je délocalise en Mongolie, au Maroc, au Portugal, je sais pas si ça paye moins de salaire ou ça impose moins d'impôts à l'entreprise que le pays dans lequel je suis, ben dans mon pays, j'ai des chômeurs. Et dans le pays où je vais, je crée des emplois qui sont payés des salaires tels que ce salarié ne pourra jamais acheter la voiture ou la motocyclette ou le frigidaire qu'il fabrique. Donc ça n'a pas de sens. Or, c'est malheureusement ça qui est la grande confusion aujourd'hui, c'est qu'on confond bonne gouvernance avec façon de faire de l'argent toujours de façon plus compétitive et toujours de façon plus croissante. Or, pour moi, c'est le contraire. C'est vraiment le contraire de la bonne gouvernance. La bonne gouvernance, c'est faire de l'argent, oui, mais de l'argent raisonnable, des profits raisonnables, de façon à éviter à faire des chômeurs, de façon à consacrer un certain investissement à bien former ses employés, de façon à ne pas contaminer la nature, et troisièmement, de façon à payer sa juste part d'impôt à l'État. Parce que l'État sans impôt est désarmé. Mais malheureusement, on a beaucoup d'évasion fiscale qui contribue à la très mauvaise gouvernance de beaucoup de pays, dont le nôtre. Puis, en matière de structure de gouvernance, nous avons des structures de gouvernance hybrides. C'est-à-dire, nous avons des structures de gouvernance qui ont servi l'étape de post-indépendance, qui sont encore là, et qui peut-être certaines n'ont plus de mission, ou n'ont plus de finalité, n'ont plus de mission publique de toute manière, mais elles restent encore des structures qui sont là. Et d'autres qui sont des structures récentes, très très récentes, et d'ailleurs on voit à chaque nomination d'un gouvernement, nous avons quelques secteurs d'activité qui sont représentés par certains ministères, on a des regroupements d'activités, et donc des agences indépendantes, ça c'est une innovation à partir des années 90 seulement. Des ministères, ça c'est quelque chose de très très traditionnel. Malheureusement on a beaucoup de ministères, mais pas assez d'agences indépendantes au sens d'élaboration des politiques et des programmes publics. Et non pas en termes législatifs, mais en termes d'exécution. Et bien sûr, ces valeurs-là qui ont été pas mal et qui ont pas mal évolué depuis l'indépendance à nos jours, depuis 1962 à 2012, 50 ans déjà, nous avons aujourd'hui d'autres valeurs qui font que on est d'accord sur l'essentiel, on est en désaccord à l'échelle de la nation, bien évidemment, sur certains sujets. Alors, dans un système de gouvernance, maintenant pour qu'on puisse dire c'est un bon système de gouvernance ou c'est une saine gouvernance, il faut qu'il y ait une certaine cohérence entre le tout, les 4 niveaux. Or, malheureusement, on a des superpositions qui ont été faites depuis 50 ans, qui soit remettent en question les valeurs, soit remettent en question les structures, soit ne tiennent pas compte du cadre de gestion, soit tout simplement qui n'ont pas d'outils. Et donc, ce qui fait que notre société, la société algérienne, après quelques années de, on va dire, de cohérence, entre 1965 jusqu'au début des années 80, il y a eu une certaine cohérence. C'est-à-dire, il y a une certaine cohérence entre les valeurs, entre les structures mises en place, entre les cadres de gestion qui étaient à l'époque et les outils. Pour illustrer ça, il y avait une certaine cohérence, ce qui a permis au système administratif algérien et au système de gouvernance d'avoir ne serait-ce quelques mérites à l'époque. Je donne quelques exemples. Les valeurs, c'était des valeurs de partage, d'entraide, des valeurs d'engagement, de solidarité, qui sont issues de la guerre de libération algérienne. C'est-à-dire qu'on sort avec des valeurs de solidarité sociale, on sort avec des valeurs d'engagement social pour le développement, pour économique et social, bien évidemment. Et puis,
on se donne de structures, à l'époque, collégiales. Il y avait le Conseil de la Révolution, par exemple, au niveau politique. Mais il y avait aussi des conseils autonomes, il y avait plus ou moins autonomes. Il y avait des ministères comme à l'échelle de la planète. Il y avait aussi des offices nationaux pour gérer tel ou tel aspect de la chose publique. Et donc, on voit une certaine collégialité qui est cohérente avec la solidarité sociale, qui est cohérente avec le progrès, le développement économique. Et on arrive avec un cadre de gestion. Par exemple, on parlait d'autonomie, on parle d'entreprise, c'est quelques entreprises publiques vers la fin des années 80, mais avant, on parlait d'autogestion. On parlait de la participation à la gestion. On parlait de système de participation à la gestion publique au niveau des entreprises d'État, au niveau des exploitations agricoles. Et tout ça, il y avait une certaine cohérence toujours avec les valeurs, soit les valeurs du 1er novembre, ou les valeurs de la Révolution, ou tout simplement les valeurs qui ont fondé notre société bien avant la Révolution, et on dira depuis que l'État algérien existe. Qui sont principalement, il faut le reconnaître, jusqu'à 2012, ce sont des valeurs arabo-musulmanes qui portent le système de gouvernance. Et chaque fois, à partir des années 80, chaque fois que ces valeurs-là fassent ou reviennent pour faire l'objet d'un débat national, on a des tensions qui sont, alors, des tensions entre les structures et les valeurs. On crée des ministères, on crée des entreprises, mais qui ne servent pas les valeurs de la société, ou qui servent mal, ou qu'on ne sait pas à quoi ils vont servir. Ça crée des tensions sur le système de gouvernance. On arrive à des cas de gestion aujourd'hui qui, dans la majorité, ou pour leur majorité, ou pour une bonne partie de ces cas de gestion-là, qui sont pratiqués par les autorités algériennes, il faut le reconnaître, ils sont plus ou moins influencés par les organisations nationales, plutôt internationales, financières et non financières. Dans les années 90, on n'avait presque pas d'autonomie ou de marge de manœuvre par rapport à ce que dictait le FMI, la Banque mondiale. Et puis on était presque obligé à travers les plans d'ajustement structurel, quand je dis on, ce sont les autorités algériennes, en tout cas c'est une perception que j'ai de l'extérieur quand je lis sur ce qui s'est passé avec les échanges avec les spécialistes, les experts en la matière, ont dû accepter beaucoup d'ajustements qui ont remis en question les choix fondamentaux que je disais tout à l'heure et les valeurs fondamentales. Ce qui a accentué ce que j'ai appelé tout à l'heure les tensions de la gouvernance. C'est-à-dire la gouvernance a été malmenée. Et on arrive à la fin des années 90 avec un pays presque sans gouvernance, il ne faut pas hésiter de le dire, ou à le dire. Il y a une gestion qui se fait, ou une forme de gestion qui se fait au jour le jour, mais on n'avait pas de vision pour l'avenir, on n'avait pas de structure pour porter les nouveaux défis, les nouveaux enjeux de la société, voire même les valeurs qui ont été fondatrices, ou celles émergeant des débats qui ont eu lieu dans les années 70, 80 et 90. Je parle des débats, mais je parle aussi des mouvements sociaux. Et donc on arrive avec un système de gouvernance qui est au niveau des tensions. Il y a au moins 4 tensions. Il y a une tension éthique. On remet en question, aujourd'hui, il y a une tension de confiance. On remet en question tout ce que les autorités essayent de bâtir comme structure, ou essayent d'institutionnaliser comme cas de gestion, ou essayent d'implanter comme outil. Là, on est presque développé, on est devenu presque allergique à ces initiatives-là. Et donc, ce qui exprime une certaine tension de gouvernance, ce que j'ai qualifié comme une tension éthique. Il y a une autre tension, et cette fois-ci, c'est une tension organisationnelle. C'est-à-dire, dans toutes les organisations, maintenant, en Algérie, les organisations publiques, qu'elles soient des ministères, qu'elles soient des agences, il y a un malaise dans l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Certains verront l'exercice du pouvoir et de l'autorité coercitive, arbitraire, qui n'a pas sa raison d'être, qui n'est pas légitime. D'autres verront carrément une forme de pouvoir coercitive qui n'a pas sa raison d'être parce que la situation est plus éduquée, parce que la situation est plus informée, parce que la population a des revendications et a des aspirations supérieures à celles des années 70 et 80-90. Et donc on remet en question l'autorité, on remet en question le pouvoir coercitif.
Et ça met les structures en malaise. C'est-à-dire que les structures ne donnent pas finalement le résultat pour lesquels elles ont été créées, pour lesquelles elles ont été mises en place. Il y a un troisième niveau qui est celui, ce qu'on appelle les tensions managériales. C'est qu'aujourd'hui, je prends un exemple, on veut que tous les responsables du secteur de l'eau, par exemple, en Algérie, puissent rendre compte, c'est-à-dire puissent, sur une base annuelle, rendre compte aux autorités rendre compte de quoi? De la réalisation sur le terrain, en matière de distribution, en matière de captation, en matière de traitement, en matière de commercialisation, mais entre les deux aussi en matière de distribution de l'eau. Mais il y a aussi, on veut des résultats, mais est-ce que les structures sont prêtes pour jouer le jeu des résultats? Est-ce que les structures telles qu'elles sont aujourd'hui donnent assez de prise d'initiative ou assez de marge de manœuvre pour que les cadres gestionnaires sur le terrain, dans le cas de l'eau, puissent prendre des initiatives au quotidien, sans qu'il y ait une ingérence au quotidien dans ce qu'ils font? Les questions restent, qui dit question sans réponse dit tension supplémentaire. Mais cette tension elle est managériale, c'est-à-dire sur la gestion de gérer les affaires publiques en Algérie. Et puis une toute dernière tension, ou en catégorie de tension, c'est que parfois on utilise des outils qui ne sont pas adaptés au cadre de gestion. Et ces outils-là, ce que j'appellerais des tensions instrumentales, c'est que ces outils-là, comme l'évaluation, on veut aujourd'hui dans le secteur de l'éducation nationale évaluer, c'est une tendance mondiale, mais elle est aussi de plus en plus présente dans l'esprit des décideurs dans le monde éducatif algérien, en matière d'évaluation des enseignants, l'évaluation des structures administratives dédiées à l'enseignement et à l'éducation nationale, et aussi de l'output, le produit final de l'éducation nationale, comment l'évaluer, qui va le mesurer, comment on va le mesurer, quelle interprétation on donnera, quels sont les indicateurs dont on doit se tenir compte. Les grilles d'évaluation comme outils à la base de la gestion publique peuvent remettre en question toute la chaîne de gouvernance. C'est-à-dire un outil mal adapté, comment peut-on évaluer, sur quoi peut-on évaluer, comment peut-on mesurer et quel est l'indicateur et qui va élaborer l'indicateur et qui va interpréter l'indicateur, à quoi ça va servir cet indicateur de performance de l'éducation nationale dans des structures, dans l'esprit des enseignants mal gérées, dans des valeurs qui sont pour les uns pas les nôtres ou qui sont pour les autres les nôtres mais pas nécessairement de cette manière-là. Donc, au niveau des instruments, des outils de l'action publique, on peut se poser un certain nombre de questions qui vont mettre en péril complètement toute la chaîne de gouvernance, comme je disais tout à l'heure. Alors, considérant ces 4 niveaux, c'est-à-dire tel que je viens de l'expliquer, est-ce qu'on a une bonne gouvernance en Algérie? La question reste, je l'avoue, très très difficile pour moi à poser. Mais je pourrais oser, avec quelques éléments, bien sûr, pour appuyer mon argumentaire, je peux dire que non, en Algérie, nous n'avons pas une saine gouvernance publique. Alors maintenant, la bonne gouvernance a-t-elle fonctionné ou non en Algérie? Ben évidemment, écoutez, il suffit d'observer comme ça, même de très loin ou de très près, comme on voudra, que l'Algérie et la bonne gouvernance, ça fait deux choses très différentes. J'ai été frappé, moi, de lire, par exemple, dans des classements de pays qu'on peut visiter, comme ça, qui sont publiés par des magazines à gauche, à droite. Sur 130 pays, l'Algérie était classée 129e, l'avant-dernier pays où aller, quoi. Et cette étude que j'ai lue parlait de qualité de vie, de sécurité, vous vous rendez compte, l'Algérie est classée avant-dernière sur 130 pays de cette planète, pour le transport, le logement, le housing, comme on dit en anglais, les hôtels, la sécurité, la qualité de vie, là, mais c'est dramatique. Ça, c'est déjà un signe de gouvernance qui ne tient pas la route. Alors pourquoi la gouvernance n'a pas fonctionné en Algérie? Parce que
que voulez-vous? Moi, j'observe et j'écris et j'essaie de suivre ce qui se passe en Algérie, même si je suis loin depuis très longtemps. J'ai même écrit un livre en la quittant en 1985-86. Qui s'appelle Algérie entre l'exil et la curée, mais on trouve aucun de mes livres en Algérie, bon, mais enfin qu'on trouve dans n'importe quel Fnac en France ou ailleurs. Eh bien, dans ce livre, déjà, j'avais écrit comment, dans tous les domaines, j'ai pris tous les domaines un par un, le pétrole, l'énergie, le public, la santé, l'eau, les infrastructures, tout ça a été laissé à volo, a été laissé à l'abandon pratiquement au niveau de ce qu'on a hérité de l'époque coloniale ou des quelques premières années, disons, boumédiennes, où on s'est mis à construire un peu des complexes et sur lesquels on roule encore maintenant. D'ailleurs, même l'entreprise privée roule encore avec ce qui a été établi à cette époque-là. Bon, donc la gouvernance est mal partie dès l'indépendance, quoi, dès le magouillage du groupe de d'Oujda, etc. Bon, est-ce qu'on allait être un État socialiste, pas socialiste, semi-capitaliste? On savait pas trop. La première constituante a été essentiellement une constituante qui a pondu une pseudo-constitution, d'ailleurs dans laquelle 70% des membres de cette constituante étaient des militaires. Enfin bon, et après on a fait de la politique économique et de la gouvernance de navigation à vue, quoi, je dirais un peu, navigation à vue, donc d'improvisation, si j'ose dire. Alors, on a essayé de suivre une certaine forme de planification comme ça, rigoureuse, jusqu'aux années pratiquement 75, mais à partir, il me semble, de la mise en chantier de la charte nationale et de la révolution agraire, là ça a commencé à déraper, et donc l'aile droite, je pense, du pouvoir en Algérie, proche de ceux qui détiennent le vrai pouvoir, c'est-à-dire l'armée, les officiers supérieurs, etc., eh bien, ont détourné une bonne partie de la gestion de l'économie vers des objectifs et des destinations autres que l'amélioration du bien-être du citoyen algérien, de son éducation, de sa santé, de son transport, de son logement. D'ailleurs, il y a juste à voir l'anarchie du logement en Algérie. Enfin, quand on voit Alger, ce qu'il est devenu, mais c'est un complexe de cancer, quoi. C'est des cancers de bâtiments qui poussent n'importe comment, n'importe où. C'est des tumeurs architecturales qui choquent la vue, dès qu'on sort de l'aéroport. Enfin, donc, je suis désolé, mais on n'a pris ni l'un ni l'autre. On n'a pas gardé la planification centralisée, indicative, impérative, etc., comme on la définissait au début. Et on n'a pas non plus laissé la libre entreprise vraiment avec des gens qualifiés, des gens avec les capacités pour gérer une économie à partir d'un marché privé. Donc on a fait marché libre plutôt de privé, mais de privé que, comme ailleurs dans le monde, n'est pas laissé à lui-même la bride sur le cou. Je veux dire, le privé qui fonctionne le mieux au monde, c'est quand même en Allemagne, jusque-là, c'est quand même en Suède, en Scandinavie, au Japon, toujours ces mêmes pays. Alors l'entreprise privée, oui, mais le marché est surveillé, marché régulé. Donc, nous, on a adopté ni l'un ni l'autre. On a navigué entre les deux, on est resté entre deux eaux. Pas d'économie planifiée centralisée, par exemple au Japon, l'économie est planifiée centralisée par le ministère du Commerce et de l'Industrie, du Commerce extérieur et de l'Industrie. Et l'Allemagne, c'est aussi des plans triennaux, quinquennaux, etc. Mais l'entreprise privée a une certaine marge de manœuvre et une certaine forme de profit qui se fait en négociation avec les syndicats, avec les environnementalistes, avec les écologistes, avec les différentes parties prenantes. Et ça, c'est de la bonne gouvernance. Mais nous,
les parties prenantes, c'est simplement la loi du plus fort. Alors, celui qui a le plus d'argent, celui qui contrôle le plus les sources d'argent, d'ailleurs on ne sait pas d'où elles viennent, ni comment, ni par quel canal, eh bien, ces gens-là, à tour de rôle, tiennent le pouvoir, et de toute façon, je considère qu'il n'y a même pas lieu de parler de gouvernance en Algérie. Alors bon, est-ce que en Algérie il y a une bonne gouvernance? La réponse à cette question est relativement facile. Tout le monde peut, en référence à ce que nous avons dit auparavant, enfin aux éléments de gouvernance, peut démontrer qu'il n'y a pas bonne gouvernance. Donc ni au plan politique, ni au plan économique, ni au plan civil. La question intéressante, c'est pourquoi en Algérie il n'y a pas de bonne gouvernance. À mon avis, il y a trois phénomènes qui peuvent expliquer la situation. Le premier, c'est que au lendemain de l'indépendance, les leaders du mouvement national, inexpérimentés, avaient peur de la division et des déchirements qui pouvaient se produire, et ils ont considéré la population comme immature. Et bon, la considérant comme un enfant, ils ont décidé de prendre des décisions à sa place. Ils se sentaient suffisamment légitimes et intègres pour décider donc à sa place dans son meilleur intérêt. C'est ça qui explique, à mon avis, le centralisme et l'étatisme, l'absence de société civile et la gabegie économique que nous voyons à l'heure actuelle. L'Algérie a eu des dirigeants patriotes, mais elle n'a pas eu de grands dirigeants, parce qu'ils ne comprenaient pas justement ces grandes questions. Deuxième élément qui me paraît important, c'est les difficultés du mouvement national ont rapidement amené une domination du système policier. Celui-ci, dès le début, comme vous savez, le système policier a été très important pendant la guerre de libération, mais dès le début, il s'est attaqué aux personnes pour décourager les oppositions. Alors, ce système, il s'est aguerri grâce à l'âpreté de la lutte de libération, puis aux manœuvres vicieuses des services secrets français. Il a été renforcé par les agissements irresponsables des dirigeants au lendemain de l'indépendance, le coup d'État de 1965, par exemple, et la décennie de violence de 1990. Donc, deuxième élément très important qui a affaibli la gouvernance, c'est le système policier. Troisièmement, à mon avis, l'élite intellectuelle a été généralement faible et peu engagée. Elle a préféré prendre le parti des gouvernants plutôt que celui de la population. Alors ça a été facilité par le sentiment ou la force du sentiment national. En s'opposant au gouvernement, les intellectuels paraissaient s'opposer aux grands idéaux de la nation et du mouvement de libération. Alors donc, des normes de comportement, disons, de conformité plutôt que d'opposition ou de critique se sont imposées en Algérie, et notamment auprès de l'élite intellectuelle. Une seule peut-être exception, et encore là, elle est timide, c'est ce qui s'est produit en Kabylie. Donc à ces trois phénomènes-là, qui sont des phénomènes importants, qui expliquent un peu la faiblesse de la gouvernance en Algérie, s'est ajouté un phénomène organisationnel dévastateur, c'est l'émergence et la généralisation de la corruption. C'est un phénomène organisationnel. Les faiblesses de la gouvernance sont apparues aux yeux des élites politiques comme une tare, disons, du mouvement national et de la nation algérienne. Au lieu de les considérer comme une faiblesse organisationnelle, ils les ont considérés comme une tare. Finalement, c'est parce qu'on est des Arabes que c'est comme ça, disons, si l'on voulait simplifier. Les individus, alors à ce moment-là, y compris les plus hauts dirigeants, se rendaient compte que tu peux pas changer la nation algérienne. Alors et ils ont désespéré. Alors, en désespérant, ils se sont mis à s'intéresser plutôt à leurs intérêts et aux intérêts de leurs proches, disons. Et comme on peut pas sauver la nation, on va se sauver soi-même. Et c'est comme ça que la corruption est apparue. La corruption, au début, elle a commencé timidement. Mais elle a été facilitée par la faiblesse du système de gouvernance. Elle s'est multipliée, elle s'est généralisée. C'est un cercle vicieux qui a entraîné la descente aux enfers. Alors c'est ça, à mon avis, les raisons qui expliquent la faiblesse de la gouvernance actuellement en Algérie. Alors pour qualifier
la gouvernance publique en Algérie, on doit prendre en compte les 4 éléments que j'ai évoqués il y a un instant. Si les 4 éléments sont cohérents, on peut dire qu'on a une saine gouvernance. C'est-à-dire nous avons une gouvernance qui respecte les valeurs, nous avons une gouvernance qui respecte les structures mises en place pour servir l'intérêt public, l'intérêt général, le service public, le bien commun. On peut dire aussi que nous avons une gouvernance qui permet de rendre compte de manière transparente, de manière responsable, ce que nous appelons aujourd'hui l'imputabilité. C'est-à-dire une gouvernance dont les pratiques managériales sont saines. Et on peut dire aussi que la gouvernance a ou se sert d'outils qui permettent à la population algérienne d'avoir les services auxquels elle a droit en logement, en éducation, en justice, en transport, en énergie. Alors, s'il y a une certaine cohérence entre les valeurs et le tout, c'est-à-dire les valeurs jusqu'aux outils, on peut dire que c'est une saine gouvernance. Malheureusement, nous n'avons pas ça. Ce n'est pas un jugement de valeur que je porte ici sur la gouvernance en Algérie. C'est un constat, c'est le constat d'un chercheur qui travaille sur le sujet depuis quelques années déjà. On peut dire que nous avons une gouvernance dont les tensions sont tellement énormes, une gouvernance publique dont les tensions sont tellement énormes qu'elles peuvent mettre en péril même la société. Si les tensions générées par la gouvernance publique au niveau des valeurs, au niveau des structures, au niveau du cadre de gestion du pays et au niveau des outils utilisés par les hauts fonctionnaires dans l'exercice de leurs fonctions et l'exercice de leur mission au sein des structures publiques, si ces tensions-là perdurent, c'est à la fois sur le plan économique, nous allons perdre en compétitivité, en concurrence et en création de richesses. Sur le plan social, nous allons perdre en matière de cohérence, en matière de solidarité, en matière d'égalité des chances, en matière sur le plan éthique et moral aussi, la société algérienne finira par perdre ce qui, dans la réalité, nous unit. Alors donc, tout cela, sur le plan social, sur le plan économique, sur le plan, je dirais, international, des relations internationales, sur tous les plans, si la gouvernance n'est pas à la hauteur des aspirations de la société, à la hauteur de ses valeurs et des valeurs de son élite, elle finira un jour ou l'autre par déclasser complètement le pays vis-à-vis des institutions internationales, vis-à-vis des sociétés qui nous entourent, vis-à-vis de nos voisins régionaux et à l'intérieur même de notre pays. Elle n'est pas saine comme pratique, ou les pratiques de gouvernance en Algérie ne paraissent pas saines. Il n'y a pas assez de transparence. Peut-être dans certains secteurs, il y a un minimum de transparence, mais dans bien d'autres, il n'y en a pas. Le citoyen moyen, au jour le jour, quand il dépose, je prends un exemple seulement, quand il dépose une demande pour avoir un logement décent, il a besoin, aussi modeste qu'il soit, il a besoin qu'on lui dise quels sont les critères et qu'il puisse les comprendre, ces critères-là. Quel est le processus, comment les demandes sont analysées, qui va analyser les demandes, comment cette analyse-là va aboutir, quel est le résultat de cette analyse-là de manière transparente. Or, on est très très loin, qu'on le veuille ou non. Idem en éducation nationale, idem en énergie, idem dans tous les secteurs, il y a ces tensions-là qui sont sur les administrations qui vont devenir encore beaucoup plus grandes dans les années à venir. C'est-à-dire ces tensions-là qui vont peser très très lourd sur à la fois les hommes et les femmes qui servent la chose publique, ce qu'on appelle les fonctionnaires, les gens qui sont dédiés au quotidien au service public, à l'intérêt général et au bien commun, chacun dans son administration, chacun dans son secteur d'activité, et aussi sur les décideurs, ceux qui font les décisions, ceux qui fabriquent la décision, ceux qui les mettent en place. Et ces tensions finiront donc, comme je disais tout à l'heure, par ou je dirais par, à un moment donné, porter un coup
dangereux à l'économie, à la société, dans son identité, dans sa richesse, dans son bien-être, tout simplement. Et ça, c'est une fonction qui incombe à l'État et aux hommes et aux femmes politiques du pays. C'est de permettre aux institutions algériennes, qu'elles soient privées ou publiques, leur permettre un environnement d'affaires publiques et privées sain à travers des pratiques de saine gouvernance. La bonne gouvernance, en fait, pourquoi elle n'a pas fonctionné en Algérie? D'abord, le terme bonne gouvernance est tout à fait relatif à ce qui est bon ou à ce qui peut être considéré comme étant bon ou ce qui peut être considéré comme étant mauvais. Ce qui peut être bon pour un pays peut ne pas être nécessairement bon pour un autre pays. Donc, la gouvernance, à mon avis, il ne faut pas utiliser des qualificatifs avec ce concept-là. Soit on a de la gouvernance, soit on n'en a pas. C'est le point de vue fondamental. Ou on a une gouvernance où on croit avoir une gouvernance alors que les choses nous échappent. En fait, la raison pour laquelle la gouvernance ne s'est jamais déployée dans le sens, disons, du potentiel extraordinaire que possède l'Algérie, est due au fait que à la base, nous avons une architecture qui n'est pas optimisée. Ce que je veux dire par là, c'est que la manière dont le travail est récompensé ou dans les structures organisationnelles ne sont pas construites sur des impératifs de qualité ou de performance. Elles sont en général établies sur des attributs de loyauté. Et donc, ce qui est le plus, la valeur qui est le plus récompensée, c'est cette valeur de loyauté plutôt qu'une valeur de compétence ou une valeur de performance. Et là, nous avons un énorme problème parce que on a beau construire des institutions, on se retrouve tout le temps avec avec des organisations qui ont une forme manifestée, donc telle qu'elle est décrite dans les structures organisationnelles, mais nous avons en parallèle une organisation qui est informelle et qui, elle, possède une culture et des rituels de décision qui ne vont pas dans le sens, disons, de l'intérêt global. Et il n'y a pas, par exemple, d'autre part, de division claire entre l'économie, par exemple, l'administration et le politique. Ce sont des éléments, ce sont des vecteurs qui sont entremêlés, pour lesquels les processus de décision souvent reviennent à ces structures informelles qui font que on ne fait jamais les choses convenablement et dans le sens d'une performance optimale. Ensuite, il y a le problème de ce qu'on appelle, de ce qu'on appellerait au niveau de la gouvernance de l'autorité. C'est quoi l'autorité? L'autorité, c'est en fin de course, c'est qui peut prendre des décisions pour l'ensemble d'un pays. Et ça, on peut dire que ceux qui sont élus, par exemple,
ont ce pouvoir-là et que c'est le processus électoral qui leur donne ce pouvoir. Mais il y a des décisions qui, des fois, vont au-delà des compétences de ceux qui font les lois. Par exemple, si on décide de faire de l'exploration des gaz de schiste, ça prend de l'expertise, ça prend un savoir-faire et une compréhension souvent qui n'est pas à la portée du politicien. Et donc, lorsque on engage un pays dans un processus, je parle de ça parce que j'ai remarqué que dans la nouvelle loi des finances, on avait autorisé l'investissement dans ce processus de génération de gaz à partir des dépôts de gaz bitumineux, je pense. Et là, nous avons réellement un gros problème parce que la personne qui va prendre cette décision-là, elle n'a pas les connaissances, elle n'a pas fait, il n'y a pas nécessairement d'études d'impact qui sont faites par des scientifiques, et donc même si on a légalement la possibilité de prendre, si on a l'autorité, disons, légale de prendre une décision, elle demeure une décision qui n'est pas prise en connaissance de cause. Que de nos jours, ce n'est pas tant un problème de compétence, mais d'engagement social et de volonté politique. J'aurais dit, à défaut de cet idéal de contrôle, mais qui contrôle le détenteur de pouvoir? En fait, l'incompétence vient de l'impunité, et l'impunité vient à son tour de la soumission de ceux qui sont responsables des différentes organisations, y compris la plus haute des organisations, celle de l'État. L'incompétence vient de la soumission à des pouvoirs dominants, souvent occultes, au-dessus de tout contrôle. Et c'est pour cela que beaucoup de gens pensent qu'il n'y a pas d'État en Algérie. Par exemple, l'État, c'est avant tout le pouvoir judiciaire indépendant, un pouvoir judiciaire indépendant. Or, a-t-on une justice indépendante en Algérie? Les juristes et les avocats eux-mêmes reconnaissent que non. Alors, un des effets, selon moi, de loin le plus néfaste pour notre société, c'est la dévalorisation de l'éducation et de la recherche scientifique. Le niveau du système éducatif est d'autant plus décevant chez nous que le peuple algérien a immensément investi au lendemain de l'indépendance, matériellement et sentimentalement, pensant que le savoir est la seule garantie du succès. Alors, pour tous, à cette époque, l'éducation se présentait comme l'unique ascenseur social qui permet de sortir de la misère, voire d'accéder à des sommets au niveau de l'État. C'est pourquoi le plus difficile à surmonter, ce n'est pas tant la relance de l'économie, mais l'éducation et la recherche scientifique. Or, le succès dans ce domaine présuppose une remise en cause totale du système de pouvoir et des rapports de force à tous les niveaux de la société. Chez nous se pose donc en premier lieu, d'après moi, le problème de l'autorité. Qui a cette autorité? Et le premier manque qu'on a, c'est qu'on n'a pas des processus qui sont transparents et qui permettent, disons, à l'ensemble des gens de comprendre la dynamique de ce processus-là. Et ça pose des questions fondamentales parce qu'il ne peut pas y avoir de construction sans qu'il y ait de confiance entre ceux qui gouvernent et ceux qui sont gouvernés. Et cet élément de confiance est absolument fondamental. Et donc, pour qu'il y ait cette confiance, il faut qu'il y ait autorité. Et une autorité qui ne soit pas imposée, mais une autorité sur laquelle il y a un certain consensus. Un consensus légal, un consensus dû au vote et un consensus dû aux compétences.
Et ceux-là ne peuvent pas se créer à l'intérieur ne peuvent pas exister à l'intérieur d'une même personne. Alors, historiquement, qu'est-ce qu'on a fait? On a créé l'administration. Mais cette administration, pour qu'elle soit fonctionnelle, il faut qu'elle soit complètement découplée du pouvoir politique et du pouvoir économique. Si elle n'est pas complètement découplée du pouvoir politique et du pouvoir économique, elle ne peut pas être crédible. Donc la nouvelle valeur, c'est cette valeur de crédibilité. Et chez nous, l'administration et le politique sont couplés de manière très très forte. C'est-à-dire que nous avons des ancrages politiques à l'intérieur de l'administration qui vont dans des couches assez profondes, et nous avons des ancrages politiques qui sont dans l'économie, qui sont assez profonds. Et ces ancrages-là, à un moment donné, il va falloir faire sauter les verrous, sinon on ne pourra pas construire, ou on ne pourra pas prendre des décisions qui vont dans l'intérêt de tout un pays. Donc, ce phénomène-là, c'est un phénomène qui, à mon avis, est assez révélateur d'un manque de compréhension dans les mécanismes de gestion des institutions fortes d'un État. Et encore une fois, lorsque vous êtes, par exemple, en Algérie, comme beaucoup d'entre nous le font, eh bien, lorsque vous avez un problème quelconque, la première réaction que les gens ont, c'est est-ce que tu connais quelqu'un dans telle ou dans telle organisation? Ils ne pensent même pas à aller au guichet, par exemple, ou aller au niveau de l'administration, et ils ne connaissent même pas ces processus, en fait. Si on veut tirer un extrait de naissance, on va dire, est-ce que tu connais quelqu'un à la mairie qui peut nous aider avec un extrait de naissance? Et ça, c'est symptomatique d'un état de fait qui est assez dangereux chez nous, dans le sens où on peut créer toute une hiérarchie de rapports de clientèle qui font que à chaque fois qu'un service est donné, il y a une contrepartie qui est attendue de pratiquement tout le monde. Et là, c'est la porte ouverte à la corruption, au passe-droit. Et d'un autre côté, ça crée deux choses, en fait. Il y a beaucoup de gens que ça arrange, parce que ils peuvent accéder aux privilèges, disons, de l'État par des chemins de clientèle, c'est connu, il faut le dire, alors que ceux qui essayent de s'adapter, disons, à un processus qui serait sain, si on a besoin d'un service, ou si on a besoin, c'est de passer à l'administration, de faire une demande, que l'administration réagisse, qu'un processus soit enclenché, et qu'à la fin de ce processus-là, on reçoit soit le service, soit une réponse qui nous permettrait éventuellement de corriger ou d'amender une demande afin que ce service-là soit livré à ce client. Et à mes yeux, tant que nous n'arriverons pas à découpler, disons, le pouvoir économique du pouvoir administratif, du pouvoir politique, nous aurons tout le temps de gros problèmes. Et la deuxième conséquence que j'ai oublié de mentionner, c'est que ceux qui ne conçoivent le rapport de l'État que dans un rapport structuré, cartésien, ceux-là
ne trouvent pas d'espace d'expression à l'intérieur que ce soit de l'économie ou de l'administration ou du politique. Et donc, ils sont poussés aux franges de la société qui les poussent à partir. Et on sait qu'un des fléaux, un des plus grands fléaux de l'Algérie, c'est un peu ce départ des intellectuels, des diplômés, et là les statistiques sont parlantes. On n'a plus besoin d'avis ou de contre-avis. Par exemple à Paris, il y a plus de 14 000 ou 15 000 médecins algériens, donc c'est une aberration. On peut appliquer ça à pratiquement tous les autres domaines. Il n'y a qu'à regarder les informaticiens ici à Montréal. Ils sont partout. En fait, ils se sont taillés un bel espace. Ils font de très belles choses pour les banques, pour les compagnies aérospatiales, pour les compagnies de transport, choses qu'ils ne peuvent pas faire en Algérie parce que il n'y a pas encore ils ne peuvent pas accéder à ce type de position ou de grade chez eux. Et donc, ils partent ailleurs. Et ce que je peux dire, c'est que de notre côté, tout ce que nous faisons au niveau de l'enseignement supérieur, de l'enseignement primaire et secondaire aujourd'hui, est tel que les meilleurs qui vont être produits, les meilleurs éléments que le système va produire vont probablement quitter le pays avec un degré de confiance très très élevé. Donc il n'y a aucun doute là-dessus, parce qu'il n'y a pas les mécanismes au sein desquels ces gens-là pourraient éventuellement s'incruster. Donc, l'impact sur la société algérienne de cette mauvaise gouvernance, il est immense. Et si on ne rectifie pas cette situation-là, ce qui va se passer, c'est que nous aurons une société de plus en plus sclérosée, qui sera incapable de prendre des grandes décisions, qui va être influencée par des intérêts étrangers parce qu'elle n'a pas la confiance dans les structures économiques ou administratives locales, et donc on va chercher des institutions étrangères pour pouvoir faire ce qu'on peut facilement faire par des Algériens chez nous. L'absence de gouvernance tout court, ou l'absence de bonne gouvernance a des conséquences, des impacts. Et j'aimerais insister et répéter que pour moi, bonne gouvernance, c'est une combinaison des différents échelons de gouvernance. Donc depuis l'État, l'entreprise, grande, moyenne, etc., petite, jusqu'à la commune, la base de ce qui fait la gouvernance dans un espace donné. Et donc cette combinaison ou cet équilibre, cette cohésion doit se faire dans les deux sens. C'est-à-dire que l'État est là pour veiller à ce que les acteurs économiques jouent un jeu économique et un jeu de gouvernance qui n'appauvrit pas la population, qui ne fait pas de la population des chômeurs pour les transformer en profit, qui ne détruit pas le milieu et l'écologie du territoire national, qui ne met pas en danger les ressources stratégiques du pays, qui ne fabrique pas un privé beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Or, nous avons malheureusement un privé qui est, à ma connaissance, beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Pourquoi ? Les raisons sont très simples. Un privé, quelle que soit sa taille, quelle que soit sa dimension, quel que soit son secteur, quand il commence à faire de l'argent, eh bien, l'argent qu'il fait, le profit qu'il fait, il faut bien qu'il le mette dans des dépenses, disons, de consommation, de satisfaction, de jouissance, Or, ces dépenses de satisfaction, de jouissance, de compensation, d'autorécompense, si j'ose dire, etc., qu'est-ce qu'il va trouver en Algérie ?
Les grands hôtels, les grands restaurants, la grande gastronomie, etc., il la trouve à l'extérieur. Les grandes villas avec les belles plages, tout ça en Algérie, c'est déjà fini, c'est déjà accaparé, c'est déjà ça sert même de logement permanent apparemment à certaines catégories de la société. Et donc, qu'est-ce qu'ils font? Ce privé devient extraverti parce que le profit qu'il fait, il va le consacrer à aller chercher des produits semi-finis à l'extérieur au lieu de développer chez nous des PME, des PMI qui pourraient faire ces produits semi-finis chez nous. Il va se mettre à exporter de la valeur ajoutée, qu'est-ce que j'appelle de la fausse valeur ajoutée, c'est-à-dire des produits qui vont être à qualité moindre, moins cher que les produits espagnols ou portugais ou je ne sais quoi, mais tout ça c'est au détriment du futur de l'exportation algérienne et au détriment de la main-d'œuvre algérienne sur laquelle on va chercher cette valeur ajoutée par les coûts, en baissant les coûts, en baissant les avantages sociaux. Je sais que 50% des entreprises algériennes, d'après les statistiques que j'ai lues, 50% ne payent en dessous du SMIC. 50% ne déclarent même pas leurs employés à la sécurité sociale. Alors ça, c'est une catastrophe. Alors si on exporte quelques produits, je sais que l'exportation c'est quelque chose comme 3 à 5%, si je comprends bien de notre PIB à part les hydrocarbures, eh bien tout ça c'est un privé qui est beaucoup plus extraverti qu'intraverti. Ce que j'appelle l'intraverti, c'est un privé qui va chercher depuis les produits semi-finis jusqu'à la main-d'œuvre, jusqu'au know-how, les façons de faire, etc., soit les chercher, soit les former localement, chez lui, sur son territoire. Et c'est un privé qui va faire les dépenses de loisirs, de ce que j'ai appelé donc ces dépenses de profit pour les mettre dans des activités de loisirs, de tout ce qu'on voudra, il va le faire à l'étranger. Donc on a maintenant un privé qui a beaucoup plus acheté des villas, des immeubles, des je sais pas quoi, des résidences secondaires, des résidences de plage. On m'a même dit des hôtels particuliers à Paris qui se chiffrent en centaines ou dizaines de millions d'euros. Eh ben il va faire ces dépenses-là à l'étranger. Alors cet argent-là qui sort d'Algérie pour aller s'investir à Paris, à Londres, à Saint-Tropez, à Don Juan, à Cannes, à Nice, à Barcelone, à Marbella, etc., eh bien c'est de l'argent qui est tout simplement soustrait à la capacité économique de l'Algérie et c'est de la très mauvaise gouvernance. Alors voilà un des impacts. On peut prendre des secteurs particuliers, je sais pas moi, le secteur des infrastructures. C'est quand même incroyable que nous soyons incapables de faire nos propres routes, nos propres autoroutes, nos propres ponts. C'est encore les sociétés espagnoles qui font ça, des sociétés chinoises, des sociétés coréennes, des sociétés... Enfin, après 50 ans d'indépendance, on devrait être capable de construire nos infrastructures nous-mêmes. Alors, l'une des conséquences gravissimes pour moi de cette gouvernance de navigation à vue, d'improvisation d'un Zeroual à un Chadli, de Boumedienne jusqu'à Bouteflika, etc. Chacun improvise à sa façon, ou n'improvise pas du tout d'ailleurs, mais maintenant on ne sait même pas quelle est la politique économique exacte de l'Algérie, en tout cas moi j'arrive pas à la discerner. Donc on change de loi de finances tous les 6 mois, l'une dit le contraire de l'autre, etc. Bon. Alors les conséquences, c'est que on a une éducation sinistrée. Les filières technologiques dans notre éducation nationale représentent à peu près 12 à 13%. Près de 90% des filières universitaires et postsecondaires qu'on a en Algérie, c'est ce qu'on appelle des sciences molles, c'est-à-dire, je sais pas moi, sociologie, psychologie, anthropologie, sciences islamiques, etc. Bon, je ne dis pas que c'est inutile, mais avec des filières technologiques en dessous de 12-13%, c'est pas comme ça qu'on va développer nos capacités architecturales, nos capacités de transformation, nos capacités industrielles. C'est donc le système d'éducation, c'est le premier élément sur lequel porte l'impact de cette mauvaise gouvernance. Il est sinistré. L'autre, c'est l'agriculture.
nous sommes obligés d'importer pratiquement 80% de ce que nous mangeons en Algérie, sinon plus. Quand je dis 80%, je suis sûr que je suis très conservateur. Donc l'agriculture est l'une des victimes de cette mauvaise gouvernance, parce qu'on a cru pouvoir, avec le béton et les grands complexes, etc., à une certaine époque, remplacer les terres agricoles par de l'industrie qui va miraculeusement nous nourrir. Enfin, je sais pas quels étaient les calculs, mais on voit bien qu'on a massacré les terres agricoles et les paysans. Des programmes comme le PAP, par exemple, les programmes d'importation de tout ce que l'Algérien utilise et mange par jour, ça a été une catastrophe sur le plan de la gouvernance. Alors c'est ce qui a fait que, par exemple, sous Chadli, quand ces programmes d'importation étaient les plus donc oui, je disais, ces programmes d'importation massive, soi-disant pour améliorer la qualité de vie de l'Algérien, ben ça a été une catastrophe, parce que on a fait que vendre du pétrole, pomper le pétrole, le vendre, et le gaz aussi d'ailleurs, pour acheter à peu près tout ce que l'Algérien utilise par jour. Donc ce qui fait que l'Algérien n'a pas appris, ou n'a pas eu à apprendre à faire ces choses pour vivre, y compris l'agriculture. C'est devenu moins cher pour un agriculteur algérien, pour un paysan algérien, d'acheter des tomates importées de, je sais pas moi, de Yougoslavie et vendues par une multinationale quelconque, United Fruit ou Procter & Gamble ou Unilever ou je ne sais qui, que de les produire sur le sol algérien. Donc ça a provoqué un exode massif, évidemment, comme on le sait, les bidonvilles autour des villes d'Algérie, on a même un immense autour de Hassim Saoud qui est une calamité. Et donc ça a fait que nous n'avons plus de paysans. Alors quel est l'âge moyen du paysan algérien qui sait encore aujourd'hui cultiver ce qu'il faut, quand il faut, au moment où il faut, semer quand il faut, récolter quand il faut, depuis les oignons jusqu'au blé, etc. Donc ça aussi c'est un secteur sinistré par cette mauvaise gouvernance. Et le troisième, c'est les infrastructures. Nous avons un retard dans les infrastructures qui est abyssal par rapport à ce que l'Algérie devrait pouvoir et fabriquer et constituer sur place et exporter. Le port d'Alger, par exemple, on sait très bien, il est surengorgé. Le port de Skikda, c'est pratiquement des infrastructures portuaires qu'on a héritées du colonialisme et auxquelles on n'a pratiquement rien ajouté. Donc tout ça fait que, je sais pas, moi j'ai lu quelque part que si l'engorgement du port d'Alger dépasse une semaine ou quelques jours, ou si les compagnies de fret et d'armateurs à qui l'Algérie doit, paraît-il, des milliards, font un boycott des livraisons au port d'Alger, eh bien l'Algérie risque de se retrouver quasiment en situation de famine, juste pour les produits agricoles. Alors donc cette mauvaise gouvernance, si on doit essayer de la corriger, il faut commencer par l'éducation, l'infrastructure, l'agriculture. Peut-être avant de revenir d'aborder les raisons de cette situation, je reviens juste à une situation qui illustre d'une façon plus schématique le phénomène dont on parle, la problématique de la gestion des espaces, la gestion des villes, la gestion urbaine, gestion foncière et la gestion immobilière. Ça remonte à un an. J'étais, comme par hasard, dans quelque part au sein du périmètre de la cité Bebzouar à Alger. Alors, il y avait quatre scènes qui m'ont interpellé. Alors, une première, c'est en voyant la typologie des espaces que la cité englobe, on s'aperçoit qu'il y a là manifestement une anarchie et qui traduit le malaise de la gestion des villes en Algérie. D'abord, on voit les premières cités initiales de la cité Bebzouar, qui étaient le seul programme de logement que ces cités devaient abriter. À cela sont ajoutés au fil des années, ça veut dire depuis les années peut-être 70-80, trois autres modèles. Alors, on retrouve d'abord des portions d'agriculture sous serre, ce qui est complètement incompatible avec un site
urbains résidentiels. On constate de l'autre côté qu'un ensemble de bidonvilles sont venus pour occuper des espaces, des emprises spatiales pourvues initialement pour des espaces verts. Ce sont des taudis purs et durs avec pratiquement qui englobent à la fois des magasins, ce qui est complètement paradoxal, et des logements. Et si on voit maintenant un quatrième modèle, c'est celui d'habitation individuelle qui sont toutes récentes et qui, elles, relèvent un petit peu de toute cette course à l'occupation, à l'érosion, cette course à l'occupation de l'espace urbain, et qui a été aussi l'objet d'une érosion ou de manipulation foncière extrême ces dernières décennies. Alors, ce sont des lots de terrain par-ci par-là qui ont été d'une façon très anarchique également et très inéquitable attribués à des personnes et où s'érigent des habitations individuelles. Toujours en attente d'achèvement, avec toujours des poteaux en attente, avec des façades en briques dépourvues de revêtements. Et lorsqu'on voit maintenant, si on regarde pour voir le profil de toute cette typologie, on va voir une variation de niveau. Qui vont d'un R+3, qui est le niveau des habitations initiales, des collectives initiales, jusqu'à des R+8 au niveau des habitations, des pavillons individuels, avec bien entendu des niveaux intermédiaires, un niveau rez-de-chaussée au niveau des taudis et des bidonvilles, à quoi se rajoutent bien entendu les espaces d'activité commerciale qui sont greffés. Alors tout cela démontre quoi? Ça démontre premièrement un déficit en matière de contrôle, une absence totale de l'État. Un niveau très avancé de pourrissement, de corruption, qui est à l'origine de l'érosion foncière et de l'érosion de l'immobilier. On constate également qu'il n'y a plus de loi ni de normes pour assurer une certaine conformité ou pour assurer une certaine cohérence, néanmoins visuelle, ceci dit pour ne pas parler du fonctionnel. Tout cela donc revient à quoi? À traduire parfaitement, illustrer parfaitement le phénomène de mauvaise gouvernance. Maintenant, quelles sont les raisons pourquoi ceci est-il arrivé? Ça serait une erreur de penser que la mauvaise gouvernance est un résultat ponctuel. Non, ce n'est pas une action ponctuelle ou un résultat immédiat. C'est l'aboutissement d'un lent processus de pourrissement dans lequel tous contribuent et ont contribué à travers les années. Ça démarre par une volonté politique de laisser pourrir la situation et d'opérer en dehors de la conformité à la loi, au droit, à l'esprit des institutions, à l'équité, à la justice, à la justesse, en dehors de la transparence, en dehors de la responsabilité, en dehors de l'imputabilité, en dehors de l'impunité. Donc ce sont tous... alors, en commençant par le pouvoir politique, tout simplement parce que c'est lui qui a les rênes des choses, c'est lui qui dirige, c'est lui qui a les outils de contrôle, les outils d'intervention. Bien entendu, la société a été entraînée au fil des années dans ce processus, au point où on voit que tous se donnent à ce jeu.
le jeu de dilapidation des ressources, le jeu de non-conformité aux lois, aux normes, aux standards, le jeu de l'inéquité, le jeu de l'injustice. Alors c'est tous à différents niveaux contribuent à cette situation. C'est très clair que là, la mauvaise gouvernance, elle vient comme je viens de le dire, de l'absence d'une volonté ferme d'asseoir une culture institutionnelle forte, d'asseoir une culture de droit claire et ferme, d'asseoir une culture de transparence, de participation, une culture d'équité.